La prise de conscience du dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir. On comprend que la principale source de nos problèmes est le rejet dans l'atmosphère d'une molécule très particulière, le dioxyde de carbone, afin notamment de développer la société humaine. Mais concrètement, comment se défaire du problème quand la société entière est accro à cette substance magique ? Je m'appelle Pierre et avec Alex, nous allons vous parler d'environnement et de parcours inspirants. Pour nous, comprendre le problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Bienvenue sur Post Carbone. Bienvenue sur cet épisode du Grand Bain, numéro 3. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Catherine Morancy. Et donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il Certainement. vous plaît? Donc, Catherine Morancy, je suis prof à Polytechnique Montréal. Je suis titulaire de 2 chaires de recherche. Une première qui s'intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport, qui est financée par 5 partenaires publics. Et une seconde qui est dans le programme des chaires de recherche du Canada, sur la mobilité des personnes encore, mais qui est beaucoup sur le volet d'interaction entre les modes, donc les relations de complémentarité, compétitivité entre les différents modes de transport. Et je siège notamment sur le comité consultatif sur les changements climatiques du Québec. Ok. Vaste sujet, quand même. Oui. Donc aujourd'hui, on s'attaque à Un gros bout. surtout en Amérique du Nord, qui est donc la voiture, et donc qui a une place assez présente, en tout cas. Majeure, prépondérante. Au Canada. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de parler des problèmes que soulève la voiture. Et quelles sont les solutions qu'on peut apporter face à ce problème qui est un des principaux pôles de pollution au Québec, je crois, les transports. Oui, transport, 43%, un peu plus, là, des gaz à effet de serre émis au Québec. Ah, c'est ça. Oui. Ça. Ok. Donc voilà. Donc en fait, déjà, la première question qu'on se posait, c'était l'apport de la part de la pollution de la voiture dans l'empreinte carbone. Donc, j'ai pas le chiffre avec moi, mais il y a une belle sphère qui montre quand même que le transport routier est une part importante là, quand on regarde tout le volet transport. Évidemment, ce sont les comportements individuels. Là, on utilise le mot voiture. Là, de plus en plus, je pense qu'il faut faire attention parce que la voiture se transforme tellement. On a beaucoup de camions légers dans la flotte. SUV, donc, il faut faire... je pense que l'objet véhicule, c'est beaucoup transformé. Camion léger, oui. SUV Oui. Ouais, d'accord. Oui, camionnette. Oui, pick-up, tout ça. Oui. C'est vachement en vogue. Et puis, c'est ça. Oui, il y a plus de véhicules type camionnette qui se vendent que des voitures citadines. Oui, classiques. puis dans le parc de véhicules, on a quand même maintenant quelque chose comme 46% des véhicules qui sont des camions légers. Donc, qui inclut camionnettes VUS. Et c'est une tendance très inquiétant. C'est une tendance à la hausse, oui. plutôt? Ah, oui. C'est pas linéaire. Okay. Ça croît très, très vite parce qu'effectivement, ce qu'on vend dans les dernières années, ce sont beaucoup de ces types de véhicules-là, mais quand on regarde la composition, là, la part incluant les vieux véhicules, il y a vraiment une part très, très, très croissante. Donc plus gros et consomme plus, quoi. C'est ça plus gros, plus lourd, plus large, plus haut. D'accord. Donc, c'est ça. On a gagné en efficacité plus des vide. moteurs, mais ils consomment plus. Oui. C'est ça. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait des gains en efficacité énergétique, mais les gens n'en profitent pas pour faire des économies, ni nous collectivement. On en profite pour acheter plus gros. Ah oui, ok. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je me questionnais, pourquoi est-ce qu'il y a une différence? C'est culturel peut-être, mais en Europe, en définitive, le véhicule moyen est beaucoup moins lourd que le véhicule moyen en Amérique du Nord et spécifiquement au Québec. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là de taille et Regardez de le prix de l'essence. C'est assez direct. Parce que le prix est vraiment moindre ici. Ça fait longtemps que c'est moindre. C'est beaucoup plus élevé chez vous. Oui. Ben, chez vous. Anciennement. Oui, anciennement chez vous. Mais donc, le colocataires. prix au litre. Fait que Oui. c'est sûr que c'est un impact direct là, quand votre consommation augmente. Donc, c'est vous plus avez une un question effet là. C'est économique. Clairement, oui. Puis en fait, ensuite, c'est ce qu'on vend. Quand on vend un véhicule, on vend pas une fonctionnalité de pouvoir se déplacer. On vend la capacité de monter des montagnes sans route, d'aller transporter des bateaux. Ce qu'on voit rarement Oui, la plupart des gens, les pick-up dans le quotidien. au plateau Eh oui, Montréal. tout à fait. Oui, ça, les mêmes actions pourraient être faites avec une petite voiture, une petite citadine Souvent. de 2 mètres par 1,50 voilà. Alors, on se demandait pourquoi structurer. Est-ce que la voiture est faite? Est-ce que la ville est faite pour la voiture? Est-ce qu'elle a été construite autour de la voiture? Ou est-ce que c'est parce que donc vous avez publié récemment un livre blanc sur... Je n'ai pas publié un livre blanc. participé. Un livre blanc Ah, a un été livre publié, blanc. je n'ai pas participé, J'ai pas mais on a participé. utilisé Pardon. des résultats de nos recherches. Ok. C'est le livre blanc du Creux de Montréal Oui. sur le stationnement qui Voilà. va récupérer les données de Madame Morancy. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, il était indiqué, donc 27% de la surface de la ville
est utilisé par donc les routes C'est ça, et ce qui les est pavé. parkings. Donc c'est quand même C'est beaucoup. c'est quand même une sacrée part. Mhm. Qu'est-ce qui a mené à ça? Est-ce que je veux dire est-ce que la voiture a toujours été au centre de la ville? Comment est-ce que c'est arrivé un peu ça cette Je pense que quand nous, on s'est développé, ici en Amérique du Nord, on s'est développé avec la voiture. Et je me souviens quand ils ont créé, je me souviens, j'étais pas là, mais quand on raconte l'histoire du stationnement notamment, c'est qu'ils avaient du stationnement sur rue, là, ça bloquait, ils ont décidé de faire des stationnements hors rue, là, finalement, il y a des stationnements partout, sur rue et hors rue. Mais clairement on réfléchit souvent à la notion de mobilité à travers la voiture. Là. Regardez les centres commerciaux qui se sont construits. Ce sont les voitures qui sont les plus près. C'est pas les arrêts d'autobus. C'est pas les lieux de résidence. Donc, on conçoit beaucoup autour de cette idée qu'on va toujours accéder en voiture. Après, dans la majorité des territoires, évidemment, là. Il y a des territoires plus anciens, je sais pas, le Vieux-Port de Montréal, mais c'est limité, là. C'est des territoires qui n'ont pas été pensés initialement autour de la voiture. Là, on essaie de faire de la réingénierie des quartiers. On essaie. Donc, c'est plus compliqué, mais il y a vraiment beaucoup d'espace dédié aux véhicules, clairement. Donc, je me questionne, vu que vous êtes quand même une chercheuse de terrain, on voit beaucoup intervenir, etc. Oui. C'est très intéressant parce que ça nous permet en définitive de partager à la population vos connaissances, ce qui permet après de prendre des choix plus éclairés. Et je me questionne, est-ce que quand vous allez au contact des Québécois, vous avez l'habitude de ça, est-ce que vous les sentez réceptifs à la question de la démotorisation, ou en tout cas de la décarbonation du transport par, on va dire, une reconfiguration de nos modes de vie? Je dirais je suis pas si en contact avec les Québécois. Ok. J'essaie. En fait, dans ma philosophie de chercheur, là, je crois en la science engagée. Et D'accord. je pense que la science doit contribuer à clarifier et contribuer à une meilleure prise de décision. Donc, on essaie de développer des outils, des meilleures mesures, des choses objectives pour soulever des enjeux et essayer de mettre à profit un peu ce qu'on peut voir dans la littérature. Mais on n'est pas souvent en contact avec les citoyens. Je le fais un peu, là, mais je dirais qu'il y a beaucoup de mythes, des mythes collectifs. Hein? On a beaucoup de droits acquis. On a cette compréhension qu'il y a des choses qui nous sont dues. C'est normal aussi. Puis je pense que le citoyen va toujours faire des arbitrages. Dans le quotidien, il y a comme la gestion opérationnelle de sa semaine. Là. Les décisions sont prises pour que la semaine fonctionne. Puis ça, je le vis moi aussi. Hein. Donc, on a un peu ces préoccupations-là. Donc, c'est très... Comment je vais m'en sortir avec tout ce que j'ai à faire cette semaine, arriver à porter mes enfants à la garderie, c'est bon. Puis là, il y a la question des coûts. Bon, je vais habiter plus loin parce qu'économiquement, je pense que c'est moins cher. Donc, il y a plusieurs choix qui sont faits, mais c'est très, je dirais pas rationnel, mais il y a une partie de compréhension logique. Partielle. Oui, il y a des logiques, on comprend. Il y a pas de... Et là, c'est là que je trouve que c'est difficile. C'est quand on veut changer de regard, là, prendre du recul et essayer de tenir compte des impacts collectifs. Là, c'est là qu'il y a un choc. Il y a un choc de perspective. C'est on peut discuter d'enjeux. Je peux dire, bien évidemment, on devrait investir davantage dans le transport commun. Il faudrait enlever des espaces de stationnement pour gagner de l'espace, pour mettre d'autres choses. Et là, quand on a une vue de loin qui confronte une décision, demain, il faut que j'aille porter mon enfant à la garderie, c'est là où c'est difficile. C'est que c'est très difficile que les gens prennent du recul et arrivent à percevoir que ça peut être différent, qu'ils pourraient se déplacer éventuellement différent. Puis évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça. On peut pas mettre en place des stratégies qui vont avoir des gros impacts sur les citoyens sans accompagner, sans rassurer. C'est beaucoup aussi comme une forme d'incertitude là, qu'on doit gérer. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça qui est compliqué. Fait que, généralement, quand on veut changer les comportements, les gens vont avoir une forme de résistance. Non, ça ne fonctionnera plus. Bon, ensuite, il faut arriver à expliquer, mais chacun ne se sent pas non plus responsable de l'état collectif dans lequel on est. Ça touche aussi à la liberté aussi, la voiture. Totalement. Le fait d'avoir une voiture, c'est égal être libre. Et c'est la perception. C'est la perception. Oui. Alors, c'est quoi les limites de la liberté avec la voiture? C'est que finalement... Aujourd'hui, on en est dépendant, c'est ça. Hein? Ben oui, puis il y a plusieurs formes de dépendance à l'auto. Il n'y a pas juste une forme de dépendance. Puis ça, des fois, j'essaie d'utiliser d'autres mots, mais j'aime beaucoup la notion de dépendance parce que quelqu'un peut être dépendant comme on l'est envers une drogue, mais il peut être dépendant parce qu'il n'y a pas d'autres options. Donc, il y a vraiment un spectre de type de dépendance. Puis évidemment, c'est très difficile de comprendre que chaque petit geste dans le quotidien va se traduire par des bénéfices au niveau collectif. Ça, c'est dur, là. Donc, oui, on a cette notion de dépendance, puis on a vendu la liberté, puis on a fait des projets, justement, sur ces camions légers, puis l'augmentation de leur présence sur nos routes. Évidemment, ce qu'on vend dans les publicités, on vend pas une fonction, on vend
La Le montagne. rêve, la valeur symbolique. Puis il y a jamais d'autres voitures que la voiture qu'on vend dans la pub, quoi. Et je veux dire, Ah oui, oui. On est seul. on va Oui, jamais oui, les c'est ça, trafics. effectivement. dans le trafic, Mais non, c'est on ça. n'est pas en pleine congestion avec On n'est notre... pas au pont c'est Hippolyte. sûr, c'est sûr, c'est C'est ça. sûr. Fait que ça, c'est difficile aussi de changer cette perception. Mais alors, c'est quoi les problèmes à part GES Oui. et émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi le problème de la voiture? Si du jour au lendemain, on trouve le moyen de ne plus émettre du tout avec la voiture, est-ce qu'on a Réglé le problème. réglé le problème? Mais là, d'ailleurs, je vais commencer par dire qu'un véhicule zéro émission, ça n'existe pas. Parce que c'est pas parce que les Bon, émissions, on ne fait que compter post-production que le véhicule est vert. Puis je sais qu'on m'a déjà été très malheureux que je dise qu'un véhicule électrique, ce n'était pas vert. Mais quand on regarde l'empreinte, il faut quand même le produire. Ça, ce n'est pas vert. J'ai utilisé des métaux, je l'ai transporté, ça consomme. C'est la même chose, là. Il y a rien de zéro émission. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Bon, fait que les véhicules arrivent avec une empreinte déjà. Ensuite, il y a les enjeux de sécurité. On nous pose des fois la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette vision zéro, se matérialiser, qu'on n'ait plus d'accident? Bon, alors on analyse la chose. Quel est le principal facteur de risque? La présence des autos. S'il n'y a plus de circulation automobile, logiquement, on n'aura plus d'accident. Donc, il y a vraiment, c'est direct, C'est là. vrai. Direct. Donc, c'est sûr que les impacts sur la sécurité, les impacts sur la santé, quand vous êtes en véhicule, puis il y a eu des études qui ont été faites là-dessus aussi, c'est typiquement, votre déplacement va vous générer moins d'activité physique. Donc, si vous êtes à pied, en vélo, en transport en commun, vous allez nécessairement avoir un certain niveau d'activité physique qui va se cumuler. C'est pas le cas de l'automobile. On a une utilisation de l'espace qui est énorme. Et ça, je l'ai mesuré récemment. J'ai fait un article sur l'obésité spatiale, dans lequel on mesure que le véhicule en soi encombre de plus en plus l'espace parce qu'il est plus haut, large, long et lourd. Donc, un véhicule de plus, c'est pas juste le cube augmente, là. Fait qu'on a vraiment une empreinte plus importante en ville. Bon, l'impact sur la qualité de l'air, parce qu'on a quand même, il n'y a pas juste les gaz à effet de serre, il y a d'autres polluants qui sont émis quand c'est à peu près la seule chose positive des véhicules électriques, ça. Oui, la Direct. réduction des particules fines, Oui, c'est ça. c'est tout. Hmm. Ensuite, tout le reste, là, la gestion du stationnement, la congestion. Puis là, je me souviens d'avoir dit, si la congestion n'est pas un enjeu, et on est en train de dire aux gens que le fait qu'ils perdent je ne sais pas combien de temps en congestion, c'est pas un enjeu, parce que ce qu'on leur offre comme solution, ce sont des véhicules électriques. Ça ne va rien régler la congestion. Totalement. Donc, puis là, je leur disais, laissez-les dans la congestion, c'est le seul impact. Pas besoin de voies réservées pour les véhicules électriques non plus, ils ne polluent plus. Puis vous êtes en train de me dire que c'est le seul enjeu. Mais on a vraiment une compréhension très limite. Puis je pense aussi qu'il faut réaliser que ce qu'on dit avec nos messages actuellement politiques, avec nos politiques, c'est qu'on dit chaque Québécois va posséder son véhicule électrique. On va sauver le Québec en faisant en sorte que chaque Québécois fasse l'acquisition d'un véhicule électrique. Ah oui. Ben oui, c'est tous nos programmes de financement. La cible C'est ce 2030 qu'on a fait. été rehaussée, c'est ça, à 1,6 million, là, c'est ça, en 2030, là, parce qu'il y a la loi véhicule zéro émission, et l'objectif, c'est ça. Ouais. Il y a environ 5,4 millions de véhicules au Québec, c'est ça. Hein. Là, vous êtes ça- meilleur ça- que moi ça- pour les chiffres. Ça fluctue très vite. Oui. Mais en fait, la population de véhicules croît plus vite que la population d'adultes. Alors ça, il faut faire très attention. Alors la motorisation et l'accès à l'auto ne s'est jamais aussi bien porté. Ça, je le dis, je trouve ça extrêmement inquiétant qu'on structure la mobilité future autour de l'accès à un véhicule privé. C'est très inquiétant. Puis c'est pas dit que. Oui, d'un point de vue collectif, c'est Oui. sûr. Parce qu'on vit en collectivité, en société, Oui, mais nos modes de transport sont majoritairement individuels. oui. Donc ça pose aussi la question, comme vous Totalement. soulignez, de la sécurité, de la place dans l'espace Et- public, qui est remis en cause de façon Oui. majeure. Hein. Totalement. Puis c'est pas dit que l'approvisionnement permette à terme Ben non, effectivement. que chaque personne sur Terre puisse avoir sa voiture électrique. Ça, Oui, c'est certain. totalement. Au, Oui. au Oui. vu voilà, Oui. des problèmes de chaîne d'appro, etc. dans Les le monde. matériaux aussi. Voilà. Puis c'est quand même un produit qui est mondialisé. Enfin, je veux dire, Oui, aujourd'hui, on voit très bien qu'une guerre en Ukraine, ça peut Effectivement. tout perdre, tout faire, tout déstabiliser. oui. Je pense qu'il y a un autre élément, c'est quand on lit la politique de mobilité durable du Québec, il y a plusieurs cibles là-dedans. Notamment réduction de l'auto-solo, mais aussi la réduction des coûts de transport. Et se déplacer en véhicule, c'est beaucoup plus cher que se déplacer en transport commun, à pied ou à vélo. Donc là, en ciblant notre transformation ou l'atteinte de nos cibles de carboneutralité par le véhicule privé, on n'est pas en train d'atteindre l'autre cible de réduction des coûts de transport, ni pour les ménages, ni pour la collectivité. Parce que c'est plus cher. Un modèle orienté autour de l'auto-solo est plus cher pour la collectivité. Et là, je n'inclus même pas l'ensemble des externalités, donc tous les impacts négatifs. Donc là, vous voulez dire, par Et exemple, le coût pour les ménages.
Là, vous voulez dire par exemple construction d'infrastructures? Oui. Oui. Mais même, je veux dire, les externalités, ça a une valeur. La congestion a une valeur. Il y a eu des estimations faites sur les coûts de la congestion à Montréal. Donc, on attribue une valeur du temps aux gens qui se déplacent. Il y a des pertes de temps. Ça vaut quelque chose. Puis les marchandises aussi ont une valeur. Tout ça perd du temps. Ok. Là, il y a un coût économique qui est associé à ça. Puis là, on est en train de dire aux gens, achetez-vous un véhicule, parce que c'est aussi collectivement ce que le gouvernement fait avec des politiques comme ça, c'est qu'il va dire absorber le coût d'achat de l'équipement, absorber les coûts d'opération de vos déplacements. Parce que là, évidemment, moi, ça me coûte moins cher. T'sais, en théorie, mais chaque ménage va investir. Puis là, après, ensuite, j'ai les externalités qui ne sont pas comptabilisées. C'est très, je dirais, j'oserais, peut-être malhonnête la façon dont on calcule. C'est qu'on va regarder du côté du transport en commun. Quand on regarde combien ça coûte le transport en commun, on va inclure dans les coûts le coût des véhicules, le coût de l'entretien, le coût des opérations. Et le coût... Ça, c'est notre coût de transport en commun collectif. Puis d'autre côté, on n'inclut pas ça. On n'inclut pas l'argent qui est mis par les ménages dans l'achat de leur véhicule. On n'inclut pas le coût d'entretien que les ménages payent, le coût... On n'inclut rien de ça. Ah oui, ça, Là, on va relève comparer de juste l'individuel. l'infrastructure. Oui, mais c'est quand même de l'argent collectivement Non, bien qu'on sûr. met dans nos Investi. transports. Si on prenait tout cet argent-là, tout l'argent qui est dépensé par les Québécois pour se déplacer, puis qu'on mutualisait cet argent pour se doter de réseaux efficaces, on en aurait de l'argent. Et on le fait pas. Puis en fait, en plus, on s'amuse à comparer des choses qui ne se comparent pas. Je veux dire, c'est qu'il faut le faire, là. Bref. Alors, vous avez fait une étude sur donc la mobilité autour des écoles. Oui. Est-ce que Oui, je oui. pense que ça tombe bien justement parce que moi ça me paraissait assez concret. Est-ce que vous pourriez montrer un peu les limites de la mobilité de la voiture appliquée individuelle impliquée à l'école? Oui, ça c'est le premier sujet que j'ai fait quand j'ai eu ma première chaire de recherche qui était sur les impacts collectifs de choix individuels. Et à l'époque, on avait eu accès à certaines données qui nous permettaient de regarder les distances qui séparaient le domicile de l'école. Et bon, il faut mettre aussi une parenthèse qui est qu'on a des programmes dans lesquels on veut que les enfants puissent accéder à l'école à pied et à vélo. Donc, on a vraiment des programmes, là, Mon école à pied à vélo. Et là, on regarde l'explosion des distances domicile-école, ce qui fait que les distances ne sont plus marchables. Donc, on fait de la promotion, mais en même temps, on sait que les élèves sont trop loin. Donc, nous, on avait simplement fait une allocation optimale. On avait regardé si on avait des règles différentes d'allocation des enfants aux écoles. Est-ce qu'on pourrait réduire tout ce kilométrage qui est fait? Est-ce qu'on pourrait augmenter, justement, le potentiel de la marche et du vélo? Et c'était quand même énorme, les gains et la réduction de gaz à effet de serre qui est associée à ça, évidemment, parce que ce sont des déplacements fréquents. Et il y a un potentiel d'optimisation dans ces dossiers-là, c'est incroyable. Mais il est dur à matérialiser, là. Oui, c'est ça. C'est pas facilement concret pour les gens. C'est-à-dire que les gens viennent en voiture à deux et puis ils repartent seuls et puis ils vont à l'autre bout de la ville pour l'école, cette école-là justement. Oui, puis ensuite les parents sont dans leur voiture, donc continuent à leur lieu d'emploi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bus scolaire qui prennent les enfants, ou c'est très rare, ou c'est quelque chose de nouveau. Oui, mais là, il y a eu un éclatement. Okay. Donc là, faire des routes scolaires, quand le bassin, quand la clientèle d'une école est dispersée à travers le territoire avec des longues distances, c'est compliqué de mettre en place des services de transport scolaire. Ça coûte cher. Et sinon, on a le parent qui vient reconduire. Moi, évidemment, là, il fait du covoiturage. Là. Je le dis toujours comme ça parce que j'ai fait un article aussi sur le covoiturage. Parce qu'il y a du covoiturage discutable. Là. Oui. Tout ce qui est taxi parental, pour moi, il y a un sérieux enjeu. Parce que là, le parent va reconduire, puis là, il est dans sa voiture. Après, il est seul. Oui. Là, c'est dur, lui, le faire changer de mode parce qu'il est un peu pris là, dans sa chaîne de déplacement. Puis il y a aussi cette question comment on affranchit les parents de la nécessité d'aller reconduire leurs enfants à l'école. Parce que ça ferait des gains sur... Tout le ménage en bénéficierait. Mais pour moi, ce sont des projets les plus importants, mais qui prennent plus de temps à avoir des impacts. Parce que c'est urgent qu'on réfléchisse, parce que ça va prendre un certain nombre d'années. Mm-hmm. Les nouveaux étudiants, on pourrait dire, ou les élèves, on va tenir compte de la distance, au lieu d'avoir des tirages au sort, je ne sais pas quelle autre stratégie, mais là, ça va s'implanter tranquillement. Mais ça, on ne le fait pas. Parce que le problème, en gros, c'est que y a l'étalement urbain, ça veut dire que pour l'instant, la stratégie en termes d'urbanisation, c'est juste
rajouter plus loin des maisons, des commerces, La etc. voiture crée l'étalement urbain. Et voilà, mais lié aussi par la voiture, parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave de s'étaler puisque la voiture nous permet d'arriver rapidement au centre-ville. Donc du coup, après, on arrive après avec des écoles qui sont à l'autre bout de là où. Mais c'est même pas juste ça, c'est qu'il y a un potentiel d'optimisation. Ok. C'est-à-dire que si on changeait les critères d'allocation, on pourrait avoir des distances qui diminuent significativement. Mais en plus d'avoir l'étalement urbain, c'est qu'au lieu de choisir une des écoles les plus proches, là, on peut choisir. Mais dans le réseau privé, oui. Puis dans le réseau avec des programmes spécialisés, oui. Ok, ça d'accord. a créé l'éclatement. Ok. C'est différent d'en France où il y avait la carte scolaire. Oui. Où c'est... Alors, on a ça aussi un peu. Ok, mais dans le réseau public non spécialisé, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc là, on est en train de créer un système en fait qui s'entretient lui-même parce qu'on a plus de voitures, donc on peut se permettre de s'étaler. Et puis quand on s'étale, on devient dépendant de la voiture et du coup, la boucle en fait se maintient. Donc en fait, on se rend bien compte que si on arrivait dans un monde parfait à shifter, à tout transformer de la voiture thermique à la voiture électrique, on aurait encore des problèmes d'étalement urbain, sociaux, puis sanitaires, spatiaux. Ça n'a aucun effet structurant sur les comportements. D'accord. Donc, quand on a la hiérarchie des solutions, souvent on va parler de solutions de réduction. Dans la politique de mobilité durable, c'est vraiment l'approche qu'ils ont pris. Réduction, transfert, amélioration. Fait qu'on devrait toujours d'abord mettre plus d'emphase sur les stratégies de réduction. Réduire le nombre de véhicules, réduire le nombre de kilomètres parcourus, réduire les longueurs de déplacement. Ça, deuxième, là, on veut transférer. Donc, pour les déplacements qui existent, là, quand on a fait la première étape, là, on veut que ce soit un mode qui a le moins d'impact. Donc, on va transférer vers les modes actifs, vers le transport commun, vers, l'autopartage basé station. Puis ensuite, on a amélioré. Mais ça, c'est juste améliorer le bilan du kilomètre parcouru parce qu'on ne change pas la demande. Et là, le problème, c'est qu'on met beaucoup d'importance sur, justement, améliorer. Le kilomètre parcouru va avoir un impact moindre. Bon, quand on fait des grands raccourcis sur la méthode, là, c'est ça qu'on fait. Mais le volume augmente. Mais là, en plus, oui, puis en fait, il y avait des articles qui sortaient, je me souviens très bien, tellement on a favorisé le véhicule électrique, on a eu un transfert du transport commun vers le véhicule électrique. Parce que là, il faut comprendre aussi le message qu'on envoie à la population. Puis j'ai dit, il y a une incohérence dans les messages envoyés, mais c'est épouvantable. Là, on dit aux gens, le véhicule électrique, là, wow, c'est vert, on va vous encourager, on paye votre borne, en tout cas, on finance votre borne, on finance votre véhicule. On incite à la possession de véhicules privés. Puis là, de l'autre côté, quelqu'un qui décide de prendre le transport en commun, les incitatifs sont faibles. Plus ou moins. Si quelqu'un décide de vendre son véhicule, de se départir d'un véhicule, qu'est-ce qu'on lui donne? 0. Si quelqu'un décide de se déplacer à vélo ou à pied, 0. Là, il faut comprendre le message qui est envoyé. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Oui. Effectivement, on t'incite pas à non. prendre les transports en commun. Par contre, on te transport. félicite d'avoir acheté une voiture et... Si vous regardez, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir le niveau de revenu des gens qui bénéficient des subventions. Parce que si on voulait amener la notion d'équité là-dedans, est-ce que c'est vraiment... Je dirais que je trouve presque scandaleux qu'on prenne de nos argents collectifs puis qu'on finance des particuliers qui ont certainement un revenu plus élevé que la moyenne pour qu'ils s'achètent des voitures. C'est ça qu'on fait, là. Est-ce que vous avez des données sur des particuliers qui étaient à l'origine utilisaient des modes de transport sobres, type transport collectif ou marche à pied, qui sont passés à la mobilité électrique ou Moi, je ne l'ai pas ici, Okay. mais il y a des articles, si vous voulez des sources, on pourrait les retrouver. Il y a vraiment eu ce transfert-là, parce qu'il faut aussi voir comment on mène, où est-ce qu'on met nos bornes électriques. Ça, j'en parle souvent quand on a une bordure, donc un bord de rue, puis qu'on décide de dédier des espaces à des véhicules électriques. Là, ça facilite la vie des gens qui veulent se stationner, mais propriétaires d'un véhicule électrique. Donc, il y avait assez de moyens pour se déplacer, pour acheter un véhicule. Donc, on est en train de donner la priorité à ces propriétaires-là. Puis quand vous allez dans des centres commerciaux, des fois, vous avez des espaces dédiés à ces véhicules électriques-là. Souvent, les plus ça va proches être gratuit, souvent, ça va être... Ben oui! Donc, c'est ça, c'est le message qui est envoyé. Oui, parce que du coup, c'est ça qu'il y a une promo de la voiture électrique. Oui. Donc, même ceux qui prenaient, entre guillemets, les bons élèves qui prenaient les transports en commun, en fait, sont peut-être aussi tentés de dire, tiens, une voiture électrique, je règle le problème des émissions de GES, quoi, finalement. Donc, Ce qui est frappant, moi, ce qui m'a frappé, je sais pas si c'était aussi ton cas, Pierre, on va pas faire les franco-français ici, mais ce qui m'a frappé personnellement en arrivant ici, c'est qu'il y a un surinvestissement défini dans le transport individuel par la collectivité, mais il y a un sous-investissement de la collectivité dans le transport collectif, parce que quand on sort de Montréal, les transports en commun manquent, les trottoirs manquent. Oui.
C'est Oui, ça, oui. rien n'est favorisé. Tout à fait. Alors, de toute façon, c'est le même problème qui se pose en France aussi. Absolument. C'est que on met l'emphase sur les transports en commun, mais beaucoup de gens disent aussi, bon bah, ok, mais si on n'est pas en ville, ben on est Totalement. foutu. En fait, comment moi je vais au Oui. travail Oui. quand j'ai pas de voiture avec le réseau qu'on me donne actuellement. Oui. Ah, Et d'ailleurs, est-ce qu'en Amérique du Nord, c'est pas encore plus problématique vu l'espace que représente le territoire? Est-ce que c'est un problème qui se pose encore plus que par exemple en France, qui est peut-être pour le plus- transport en commun, plus vous petit? parlez? Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, il y a eu une consultation sur la politique, puis là, je vais mal la nommer, là, mais quand il y avait des consultations sur la politique nationale d'aménagement du territoire ou d'architecture, La PNAT, je c'est sais ça. plus comment elle s'appelle, là. Je devrais savoir, mais j'ai oublié. Puis en fait, je me souviens très bien d'avoir dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, les mauvaises décisions en aménagement du territoire sont responsables de tous les enjeux financiers du transport en commun parce que ça fait des gouffres. On ne peut pas opérer des réseaux de transport en commun dans des territoires diffus. Dans des territoires où il n'y a pas suffisamment de densité de population. Bien sûr. Donc, ça devient impossible. Puis en même temps, ça fait un drôle de conflit parce que là, on dit, on ne peut pas ne pas mettre de transport en commun, mais en même temps, ça va être impossible que le transport en commun soit compétitif dans des territoires comme ça. Donc, En région. c'est n'importe quoi. Oui, mais en banlieue aussi, on a Oui. vraiment créé des territoires mono-usage, des gros quartiers juste de lieux de résidence. Donc, les gens, par défaut, vont être tous motorisés parce que même pour aller chercher une pinte de lait, Oui. on ne devrait pas dire pinte d'ailleurs, c'est 1 litre. Mais ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'on a mal conçu les quartiers. Puis j'avais aussi suggéré d'endogénéiser les besoins de mobilité actuels et futurs dans la conception des quartiers. Ça veut dire que quand on crée un quartier, il faut déjà anticiper comment les gens vont devoir se déplacer pour accéder à leurs principaux services. L'emploi, oui. Souvent, on a moins de liberté pour choisir l'emploi. Mais les principaux services, l'épicerie, les dépanneurs, les hôpitaux, donc tous les services de proximité, il faut déjà savoir quand on crée le quartier, comment les gens vont s'y rendre. Et comment aussi, dans ces quartiers-là où on essaie de réduire la circulation de transit, comment en faisant ça, on complexifie toute trajectoire qui est faite à vélo, à pied ou en transport en commun. Ça, c'est une catastrophe, là. Des exemples de détours, là, le centre commercial est là, mais comme piéton, il faut que je fasse 1 kilomètre parce que j'ai pas d'accès, j'ai pas gardé d'emprise publique, là. C'est des terrains privés, puis rien à faire. Ça, pour moi, là, C'est pas pris en compte du tout. C'est épouvantable. C'est pas pris en compte du tout dans les La conception des quartiers. dans les pas conceptions des réfléchi. quartiers. C'est pas réfléchi. ok. Non, parce qu'en fait, souvent, les quartiers, il faut Les savoir nouveaux quartiers, qui... peut-être. Oui, les nouveaux quartiers. En tout cas, on espérerait qu'ils le fassent. Puis on peut faire la réingénierie des quartiers dans la mesure où on est prêt à faire certains efforts pour récupérer des endroits où on peut mettre de la Alors, marche. c'était là, mais- exactement ma question, c'était de savoir, ok, bon, on a fait comme ça, mais quelle est la marge de manœuvre pour revenir en arrière? Est-ce qu'on peut déroutifier une route? Ben, on peut motoriser un certainement quartier. changer l'usage d'une route, ça c'est sûr. Donc, l'allocation de l'espace, là, décider qu'on met autre chose, donc dédier des espaces pour des trottoirs ou des pistes cyclables, ça se fait. Ensuite, il faut vraiment faire le diagnostic des quartiers avec je parle souvent de tortuosité ou le détour qui est amené par l'accès notamment aux services et aux arrêts de transport en commun. Parce que c'est sûr, dans les quartiers de banlieue, on ne va pas aller mettre un arrêt de bus dans chaque petite rue locale. Il va y avoir beaucoup de résistance. Il faut que ça soit efficace. Donc ça veut dire qu'il faut que les accès à pied soient efficaces. Ça aussi, on réfléchit mal à la notion d'accès. Si je veux prendre le transport en commun, il faut que je puisse me rendre à l'arrêt. Il faut que ça soit efficace aussi. Donc, je pense qu'il y a façon de faire des diagnostics de quartier pour voir comment on peut augmenter la part des gens qui sont à 5 minutes à pied d'un arrêt, par exemple. Et comment on rend les trajectoires actives sécuritaires, mais aussi efficaces. Parce qu'on a tendance à faire beaucoup attention sur la sécurité. Là, c'est ce qui nous fait traverser. Si je traverse un coin de rue, j'attends l'autre lumière. Ça, c'est en temps, c'est épouvantable, la perte d'efficacité. Fait qu'il faut aussi que ce soit efficace. Parce qu'on traite souvent le piéton comme quelqu'un qui prend une marche avec son chien, mais il y a des gens qui vont se déplacer de façon active pour aller à leur emploi, pour aller faire des courses ou aller au transport en commun. Donc là, il faut vraiment faire attention sur la notion d'efficacité. Donc il y a cette notion aussi de complémentarité des transports en commun aussi, parce que donc comme vous dites, le bus, on peut pas le mettre partout. Donc vient aussi le métro, ça va être les grosses artères, mais le vélo. Le vélo à Montréal, par exemple, bon là c'est particulier parce qu'il y a le climat aussi qui peut. Mais on a quand même une adoption de plus en plus grande du vélo d'hiver. Ouais, c'est vrai. Et comme je l'ai déjà dit à un ancien maire sur un panel, j'ai dit, vous savez, quand il y a 30 cm, on va y arriver, 30 cm de neige, il n'y a pas un mode qui est efficace. C'est dur.
Tu sais, je veux dire, c'est dur en auto, les gens c'est toujours compliqué. Mais c'est plus confortable, peut-être, quand même, en voiture Ben, chauffée que... Avez-vous déjà sorti votre voiture Non, de la neige? Ça doit être sympathique. Ouais, j'ai déneigé mes voisins, mais ça que Ah oui, c'était c'est pas... ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a C'était moyen épique. aussi de faire le déneigement des pistes cyclables et des trottoirs. Il y a moyen de faire un entretien où on va donner aussi la priorité à certains corridors. Puis c'est une sacrée dépendance, hein, l'hiver, la voiture, parce que dès qu'il neige, en définitive, c'est fou. il y a... moi, j'habite Oui. au plateau, moi, ma voisine, c'est à 7h du matin, il faut déplacer la voiture, à changer de trottoir, tout le monde Oui. déplace les voitures en même temps. Oui. C'est un bourbier complet. Tu arrives en retard au travail parce que tu as dû parquer ta voiture, Oui. parce que tu vas au travail, définitivement souvent en métro, tu le fais pas en voiture, à part si tu habites vraiment aux extrémités de l'île. Tu te retrouves vraiment pogné de façon assez intense à Oui. juste retrouver une place de Oui. parking pour ta voiture que tu Oui. n'utilises pas 95% du temps. C'est quand Ah, même... j'ai déjà vu. Donc en fait, en définitive, Il y a on le se rend contrat. compte que en fait, la problématique de la mobilité est un problème de l'aménagement du territoire. Oui, oui. Mais la question que je me Oui. pose là-dedans, c'est que la façon dont ça s'est construit en Amérique du Nord et plus spécifiquement au Québec, c'est des grands espaces, les populations souvent étalées, etc. Est-ce qu'il y a un avenir à vivre en région dans un monde en définitive qui est bas carbone, où en définitive on a essayé de réduire au maximum la motorisation de la mobilité? Est-ce qu'il y a un avenir dans ça? On ne dit pas que tout le monde doit revenir vivre à Montréal. Là. Non. Tout le monde a son mode de vie, mais comment est-ce que ça va s'articuler? Mais là, La quand vie on en parle de région. région, vous parlez, par exemple, de... Les régions administratives, on peut voir Oui, Trois-Rivières, c'est ça. Magog, ces villes-là qui Oui. sont... Trois-Rivières, ça reste Oui. encore une grosse ville, là, mais Oui. si on est en Gaspésie, ça Oui. va être... Mais tu sais, on pose souvent cette question-là, parce que quand on fait des travaux, on dit, oui, mais ça s'applique juste en ville. Mais il y a des noyaux urbains un peu partout, des... Les villes du quart d'heure, un peu. Puis en fait, la marche et le vélo devraient toujours être présents dans la conception des quartiers. Peu importe on est où, logiquement, on devrait pouvoir, même juste pour faire de l'errance, là, profiter de la fonction lieu d'une rue, parce qu'on a une fonction lieu sur une rue, il y a 3 fonctions, environnement, lieu et lien. Donc, on devrait toujours avoir la préoccupation de mettre ces modes-là dans la conception de nos quartiers. Ensuite, c'est là où on positionne nos services. Parce que c'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on devrait pas pouvoir accéder à pied Absolument. à un dépanneur ou à quelque chose comme ça. Puis ça, c'est vraiment la façon dont on a organisé nos fonctions. Puis souvent, je vais citer les 5D, parce que je les aime, les 5D. C'est un auteur qui avait proposé d'abord 3, 5, puis il en a proposé 7, mais les 5, je les aime. Mais les D, ça, c'est quand on fait la conception de quartier. C'est pas complet comme expression, mais je trouve que ça se comprend bien. Il faut qu'il y ait de la densité de population. Il faut qu'on ait accès à des destinations. Les destinations, c'est mes services de proximité auxquels je devrais pouvoir accéder facilement. Il faut qu'on ne soit pas trop loin du transport en commun, donc distance au transport en commun. Ensuite, il y a la question du design. Ça, c'est l'organisation de notre grille de rue. Puis ensuite, il y a la diversité. Donc, dans un quartier, je ne peux pas mettre juste une sorte de fonction. Je ne peux pas avoir juste un quartier où c'est résidence, dédié aux juste dépanneurs. des industries. Parce que ça ne facilite pas justement l'utilisation de modes de transport autres que l'auto. Ensuite, dans ces territoires-là, évidemment, le transport en commun maintenant peut prendre plusieurs formes. On a du transport à la demande. Ça peut être adapté pour des territoires comme ça. Puis on va avoir aussi des cibles C'est différentes. quoi les transports à la demande? C'est Ben, autopartage, par exemple? Non. Non. Ben, OK. J'arrive sur l'autopartage, là, mais c'est beaucoup des services de transport en commun qui vont être offerts quand il va y avoir de la demande. OK, je vois. OK. Donc, au lieu d'avoir une ligne de bus avec un gros bus qui peut prendre 100 passagers qui va rouler à toutes les demi-heures, ben là, on va dire, voici, il y a des arrêts ici. Puis il y a plusieurs modèles, là, et quand vous en avez besoin, vous le réservez. Donc, OK. il va passer juste s'il y a une demande. Donc ça, ce sont des formes qui sont intéressantes. Puis l'autre, évidemment, c'est l'autopartage, dont on ne parle pas suffisamment. Puis on a fait beaucoup d'articles sur les contributions de l'autopartage basé station. Ça, la réservation de court terme. Là. Donc, J'ai besoin d'un autopartage, véhicule samedi, voilà, là. Je veux le réserver pour 6 heures parce qu'il faut que j'aille chercher je ne sais pas quoi. Ça, ce système-là, basé station avec réservation, c'est un substitut direct à la possession d'un véhicule privé. Et ça, bon, ça fonctionne très bien dans les grands centres. Là, puis pendant la pandémie, le membership a beaucoup augmenté aussi. Parce que ça permet de combler. En fait, ça gère l'incertitude ou la crainte de ne pas avoir la voiture si on en a besoin. C'est comme une police d'assurance là, pour ceux qui ont peur de ne pas avoir de véhicule. Puis c'est aussi, ça compense pour la 2e, 3e voiture dans des territoires où, bon, on pense qu'on a souvent besoin de la voiture, donc on va en avoir une, mais quand il y a un conflit pour la 2e voiture, ça permet de compenser pour ces besoins-là. Ça, il y a quand même des nouveaux marchés. Avec la pandémie, là, avec la réduction de la régularité des déplacements domicile-travail, ça ouvre un potentiel pour l'autopartage. Puis je parlais justement aujourd'hui avec les gens de notre compagnie. Puis il y a aussi tout le marché potentiel de l'autopartage entre particuliers. Donc moi, j'ai un véhicule. Quand je ne l'utilise pas, il pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est une simulation que j'avais faite.
pour la grande région de Montréal, là, si on avait une mutualisation complète des autos, donc tous les véhicules sont partagés, combien ça en prend? Et on peut enlever entre 800 000 et 1 million de véhicules sur 1,8. Wow. Ça veut dire que nos Ah bah oui. véhicules là, sont toujours stationnés. 95% du temps, c'est Oui. ça. Hein? Ouais. Puis quand on a fait l'estimation pour Montréal, ça c'est un chiffre qui circule, on l'a fait l'estimation pour Montréal. Mais on a beau être généreux là, sur les temps de déplacement, mais c'est tout le temps stationner un véhicule. C'est ça que ça fait dans la vie. C'est là la question que je me pose, c'est en définitive, la contribution de l'autopartage, elle est sur les émissions à la construction et aussi sur la question du spatial. Parce que si on passe à la sans faux, c'est ça, plus que sur les émissions directes vu qu'elles sont souvent parquées, mais c'est l'autopartage règle la question du spatial et de la construction du véhicule qu'en définitive, si on passe à l'autopartage, il y a réduction à la source. Mais en plus, quand quelqu'un ne possède pas son véhicule, parce que quand on fait des modèles de choix du mode de transport, la variable la plus importante dans les modèles, c'est la possession d'un véhicule, évidemment. Si j'ai un véhicule puis je dois faire 300 mètres, ça se peut que je prenne ma voiture. Si j'ai pas de véhicule, puis là, il faut que je réserve un véhicule pour faire 300 mètres, je vais y aller à pied. Donc, ça a un effet structurant sur la mobilité. Oui, si on la prend, il faut vraiment que que ça vaille le coup, quoi. C'est beaucoup plus réfléchi au niveau. Puis ça, on a fait des articles aussi là-dessus pour montrer la comparaison entre quelqu'un qui est motorisé et quelqu'un qui est un usager très fréquent de l'autopartage. Puis c'est clair que l'utilisation des autres modes est plus grande. Et c'est aussi le mode de transport qui a eu l'effet le plus... Puis on a fait un modèle de lien de cause à effet. Donc, c'est plus compliqué, mais ça détermine qu'il y a un lien de causalité. C'est le mode qui a le plus d'effet sur l'adoption de comportements de multimodalité. Donc, quand on implante des véhicules d'autopartage basés station, parce qu'il y a plusieurs modes, ça va vraiment avoir un impact sur la diversité des modes que les gens vont utiliser. Donc, ils vont avoir une mobilité plus raisonnée. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, là. C'est que selon le déplacement que j'ai à faire, je vais réfléchir quel est le meilleur mode. Et si j'ai besoin de faire des sorties, là, et là, je pourrais faire une chaîne complète de déplacement, puis mon premier arrêt, deuxième arrêt, avec mon véhicule partagé. Puis dans le reste de la semaine, je vais me déplacer en transport commun, à pied ou à vélo. C'est vraiment intéressant. Ces systèmes-là sont, je dirais, on ne leur accorde pas suffisamment d'importance pour l'ampleur des impacts structurants qu'ils ont. C'est fou, là. Et qu'est-ce qui bloque pour leur application? C'est parce que de ce que je comprends, en fait, c'est culturel. Ben, je sais pas. Non, mais je sais pas. Non, parce que le confort. À vous entendre. Ouais, voilà. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que dans la logique qu'ils font, comme le disait Madame Morancy, c'est qu'il n'y a plus de confort parce qu'en définitive, on est dépendant de ce mode de transport-là, qui fait qu'on se retrouve dans la congestion routière. Et puis on voit plus ces problèmes-là non plus. Puis qu'on est dépendant aussi économiquement de la voiture. Hein, parce que oui, c'est quand même un gros poste de dépense dans les ménages. Oui, c'est le deuxième poste le plus important après l'hébergement, avant l'alimentation. Et devant l'éducation aussi. Oui, c'est fou. Donc il y a quand même beaucoup de... En fait, les avantages de ne pas prendre la voiture et de le remplacer par un transport en commun, on en voit beaucoup. Ouais. Donc c'est plus un problème de mentalité. Non, mais le transport en commun doit être compétitif aussi. Je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il puisse l'être. Densification, c'est ça? Qu'est-ce que sont les solutions pour rendre... la première chose, c'est quand on voit un autobus pris dans la congestion, on réalise immédiatement qu'il y a un sérieux problème. Il faut des voies spécifiques. Parce que j'ai eu plusieurs discussions sur ces sujets-là. Je me souviens quand on me disait « Ah, mais vos autobus sont vides. » Là, je dis « Ben, votre voiture est vide. » Ça, c'est toujours été mon premier réflexe. Parce que il y a quand même souvent 5 places dans un véhicule, puis le taux d'occupation est de 1,11. En pointe du matin, c'est le plus bas. De toute la journée, c'est en pointe du matin. On dit « OK, calmons-nous. » On a aussi fait le calcul sur le nombre de passagers requis dans un bus pour que la consommation par kilomètre parcouru par personne soit le même que dans un véhicule standard. Puis un véhicule standard, là, c'est à peu près 10,2 litres au 100, là, le parc de véhicules au niveau de la région de Montréal. Oui. C'est énorme. C'est 10 litres au 100, la voiture? Mais en moyenne, quand on regarde la composition du parc, là, c'est à peu près 10,2. Fait que là, combien vous pensez que ça prend de passagers dans un bus pour dire que c'est plus efficace qu'un, je sais pas, prenez n'importe quel véhicule suffisamment gros, ça prend comme 7 passagers. Ah, c'est tout? Oui. Bah oui, ça consomme. Ben oui, vous prenez un véhicule avec un passager ou deux, en tout cas, nous, on est généreux, des fois, on prend 1,2, même si c'est moindre, on le sait. Fait que ça prend pas, faut pas qu'il y ait 85 personnes dans le bus pour que ce soit plus efficace. Ouais, moins de 10. Ce qui est dérangeant, c'est parfois qu'on a un bus qui contient 95 personnes, qui est pris dans la congestion, puis vous regardez, là, faites l'exercice, là, vous allez avoir, je sais pas, 10 voitures autour, un passager par véhicule. C'est frustrant. Pour moi, ça, il y a des aberrations comme ça, je me dis, mais voyons. Il n'y a aucune en fait, il n'y a pas de dissuasion de l'utilisation de la voiture individuelle. Si on voit qu'il y a quand même, avec la loi véhicule zéro émission, il y a
Par contre, sur la production, là, il commence à y avoir une obligation pour les constructeurs de construire un certain type de véhicule électrique, mais il n'y a pas de dissuasion sur la demande de l'utilisation du véhicule, qu'il soit électrique ou qu'il soit thermique. Non. Puis en fait, j'ai même recommandé qu'on établisse des cibles de nombre de véhicules en circulation. OK. Parce qu'on n'a aucune cible dans nos politiques sur la réduction du nombre de véhicules. Donc là, puis je vous le répète, là, la population de véhicules croît beaucoup plus vite que la population d'adultes. Oui. Ouais, donc là, on approche le... 2 véhicules par personne. On est à 680 véhicules, je crois, pour 1000 habitants. Parce qu'avant, c'était un objet qu'on partageait au sein de plusieurs personnes. Bon, là, il y a plusieurs phénomènes qui contribuent à ça, notamment la diminution de la taille des ménages. Mais on a quand même un accès de plus en plus important, plus grand à l'automobile privée. Donc, c'est quand même inquiétant quand on voit tout ce qu'on veut faire en termes de toutes nos ambitions collectives, qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne veut absolument pas gérer la transformation, donc le type de véhicule et la quantité de véhicules, parce qu'il faut quand même toujours les gérer après, ces donc, véhicules. Le Covid n'a pas permis de baisser avec l'émergence du télétravail, etc. Il n'y a pas eu de... Il doit y avoir beaucoup de véhicules qui sont stationnés plus que 95% du temps maintenant, mais non, on n'a pas... Peut-être que sur les émissions, il y a une différence, mais encore, on ne sait pas encore, vu qu'on a les données. On a eu quand même une diminution des revenus liés à la taxe sur l'essence. D'accord, OK. Et ça, c'est encore pire parce que c'est ce qui finance nos réseaux de transport en commun. Donc, en plus d'avoir des discussions comme infinies sur le financement des réseaux de transport en commun, une des sources de financement a diminué à cause de la COVID. Puis c'est ça, en fait, c'est ça. La taxe pour l'essence sert en partie à financer les transports en commun. Et puis aussi, avec l'électrification du parc, il y a la question de se dire où est-ce qu'on va trouver des revenus ensuite pour financer les transports en commun, vu qu'il va y avoir une réduction en définitive de la consommation de pétrole et donc moins de taxes qui sont prélevées par l'État. Oui, totalement. Il y a totalement. Pas de problème. Mais en plus de ça aussi, alors moi, la question que je vais vous poser aussi, moi, c'était plus par rapport à si on continue ce système actuel de promotion de la voiture électrique, etc., est-ce qu'il y a des limites physiques qu'on va atteindre ? Moi, j'avoue que je suis plutôt de formation ingénieur, donc j'aime bien toujours toucher un peu le concret. Mais je veux dire, par exemple, il faut les alimenter, ces voitures. Est-ce que les infrastructures électriques pour fournir peuvent supporter ça ? Enfin, nous, on en a parlé avec le numérique avant. On se disait que si on continue à utiliser le numérique comme on le fait maintenant, au rythme où on va, il y a un moment donné, il n'y aura plus assez d'énergie pour tout le monde. Si en plus on rajoute l'équation les voitures électriques, si en plus on va rajouter des avions électriques, si on rajoute, enfin bref, on peut tout électrifier en fait finalement. Est-ce que il y a un moment donné, on va se retrouver où on se dit mince, très rapidement. On peut plus. Voilà. Et pourtant ça c'est pas. Est-ce que on en parle plus ou moins. Hein? J'ai l'impression que si nous on en parle, c'est que ça va être connu quand même plus haut. Oui, mais il y a des gens en énergie qui travaillent sur ces questions-là, sur l'impact de l'électrification sur la demande énergétique. Là. Puis surtout la gestion de la pointe. Parce que souvent, dans les réseaux électriques, c'est quand tout le monde veut se charger en même temps. Puis là, il faut comprendre aussi qu'on électrifie pas juste les petits véhicules, on électrifie les gros véhicules. Donc, la demande énergétique. Donc, électrifier des pick-up. Ça prend une batterie plus grosse. Là, on a l'ambition d'électrifier nos flottes de camions. Là, ça veut dire qu'il doit rester, je sais pas, 50-60% de capacité de chargement, parce que tout le reste, c'est des batteries. Okay. Ça, c'est quand même un enjeu. Puis les véhicules sont de plus en plus lourds aussi. Il y a beaucoup d'effets. Puis oui, la demande énergétique, il va falloir la gérer. Puis je ne connais pas les chiffres. J'ai des collègues qui sont là-dessus. C'est sûr que c'est inquiétant. Puis on n'entend pas le mot sobriété énergétique qu'on devrait entendre parfois. T'sais, l'énergie, on va en avoir besoin pour décarboner plusieurs choses. Là, on est en train, je n'ose pas dire le mot, mais je veux dire, on la sacrifie pour une fonction de déplacement pour garder un confort qui peut se faire autrement de façon beaucoup plus efficace. C'est quand même incroyable. Puis on veut électrifier nos bus aussi. On veut tout électrifier. Puis en même temps, quand on électrifie les bus, on sait très bien que ce qui a l'effet le plus important, c'est de prendre des gens qui sont en auto et les amener dans le réseau de transport en commun, beaucoup plus que d'électrifier le bus. Parce qu'en termes d'empreinte, c'est rien, là. Donc, il vaut mieux électrifier un bus, toutes les flottes de bus, que d'électrifier... vaut mieux amener des gens dans l'autobus que d'électrifier le bus. C'est ça que je veux dire. C'est que les gains sont beaucoup plus importants du transfert de mode que de l'électrification du bus à demande constante. Donc si on gardait que des bus thermiques, mais qu'on arrivait à là, mettre on a tout le monde des bus dedans, hybrides. Fait que si on avait tous des bus hybrides, mais on était très agressif sur le transfert modal, les gains sont, je veux dire, c'est même pas comparable. Ah bah oui. Alors, il faut savoir où est-ce qu'on met notre argent. Parce que là, on décide d'investir pour électrifier des bus. Ça passe mieux de dire on a électrifié le bus que... Les bus, ils sont pas pleins. Mais quand on fait une analyse, si j'investissais pour amener des gens dans l'autobus, je ferais des gains nettement plus grands. C'est incroyable. Mais c'est plus dur à vendre. Histoire d'avoir la big picture, là, tout à l'heure, vous parliez de réduire
transférer, améliorer. Améliorer. Par quoi faudrait commencer en définitive pour améliorer la question de la mobilité pour qu'elle devienne réellement durable? Il faut toujours commencer par réduire. Ça, Donc, c'est C'est plus dur. l'élément le plus important, c'est de commencer rapidement avec des stratégies de réduction. Parce que ces stratégies-là vont mettre un certain temps à avoir des effets, mais les effets vont être nettement plus importants. Là, je parle à côté. Nettement plus importants. Mais c'est ça qu'il faut faire. Fait il y a urgence de mettre en place les stratégies de réduction. Puis après, on réduit les investissements pour le transfert et l'amélioration. Parce que vu qu'on a réduit la demande initiale... Oui, éventuellement, on va avoir des gains, mais les gains vont être tellement plus importants. Parce que là, le risque qu'on a, c'est toujours les effets rebonds. C'est toujours le risque. Ça, c'est, je dirais, le meilleur exemple pour prendre les effets rebonds, c'est construire un nouveau lien routier. Jour 1, c'est de la magie, hein? Il n'y a plus de congestion. Il n'y a plus de congestion, c'est fini parce que là, la demande n'a pas eu le temps de s'ajuster. 5 ans après, les temps de déplacement ont augmenté pour tout le monde. On a finalement empiré la situation. Ça, je dirais qu'on a un peu ça avec les véhicules électriques. Là, vite, on veut faire des gains rapides, on veut que, je sais pas. On ne change pas les changements. Les comportements. Anecdotiquement, on ait quelques véhicules, parce qu'on. Puis là, on fait semblant que ça. On va être pris à gérer plus de véhicules après. Puis là, on est encore en train de soutenir un système orienté sur l'automobile. On donne des droits. Est-ce que ça va être des droits acquis? Tu sais, la gratuité sur le pont d'autoroute 25. Puis il y a plein de gratuités qu'on donne pour les véhicules électriques. De l'argent pour s'acheter des autos. On ne peut pas maintenir ça à travers les années. Ça va coûter bien trop cher. Fait que là, c'est temporaire. Mais des stratégies temporaires. Puis là, soudainement, on va dire, non. C'est payant. Finalement, on ne peut plus financer ça. Pourquoi? Donc, on change le message. Fait que ça crée des incohérences et des effets rebonds. Parce que les gens ont... non, mais pourquoi j'aurais pas ma voie réservée? Moi, je suis en véhicule électrique, je suis vert. Pourquoi vous me donnez pas une borne? Pourquoi il faut que je paye maintenant? Tu sais, je suis vert, moi. Ah ouais, toute la Ça, com a c'est été mise à vraiment, l'envers là. en plus, du coup, en Oui. se disant j'ai fait une bonne action et pourquoi vous Voilà. punissez derrière Oui. Fait que là, on a... C'est parce qu'il n'y a pas de changement de comportementaux, c'est ça. C'est C'est ça. plus difficile à demander Oui. aux gens de changer qu'à tu vois. Oui. Alors mais justement, il- parlons comportement. Oui. Donc la première étape, c'est en gros, c'est arrêter le plus possible, ou en tout cas réduire la consommation de voitures, enfin de temps de voiture, quoi. C'est de passer au transport en commun. En fait, c'est ça. En fait, il y a l'action principale de n'importe quel Québécois, Montréalais ici, c'est de prendre un. Il faut se questionner sur... Tu sais, souvent, dans nos cibles, on a des cibles de part modale. Donc, la part des déplacements qui doivent être avec un mode. Mais on ne questionne pas la raison pour laquelle un déplacement est fait. Il faut se questionner, là, pourquoi les gens qui travaillent au centre-ville habitent, je ne sais pas, à 30 km. On a encouragé un système, pour plein de raisons, puis plein de systèmes en même temps, qui ont fait en sorte que les gens se sont établis dans ces situations-là. Là, il y a des conditions existantes. Donc là, il faut, si on veut changer les comportements, c'est très délicat parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer les conditions et prendre la population en otage. Ça, c'est clair. Il faut les préparer. C'est pour ça que les stratégies de réduction, c'est long à mettre en place parce que là, il faut les préparer parce qu'on va changer les conditions Puis un du accompagnement. système. Puis un Oui. accompagnement. C'est ce qui s'est passé malheureusement en France avec la Ben, taxe sur l'essence qui exactement. a lancé les gilets jaunes. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de Ben oui. pédagogie, d'accompagnement, il y a eu juste la punition, Oui. alors que des gens sont dépendants de Oui. ce mode de transport. Oui. Fait qu'on peut, moi, on prend pas les gens en otage. Mais dans une politique, on devrait toujours avoir ce qui s'en vient à long terme. Il faut que les gens se préparent. Il faut qu'ils puissent changer d'idée, dans le sens de dire, OK, je vais déménager, ou peut-être. Donc, faire des ajustements dès maintenant sans dire du jour au lendemain, à partir de demain, vous avez une tarification pour chaque kilomètre parcouru. Ce qui est une excellente idée, mais on ne peut pas l'implanter comme ça. Donc, quand on lit une politique, moi, j'ai toujours été très déçue qu'on n'ait pas, voici ce qui s'en vient. Dans 5 ans, on fait un projet pilote. Dans 10 ans, il va y avoir une tarification qui va être implantée. Donc là, quand vous prenez des décisions, ça prend un certain temps. Si vous voulez déménager, vous allez changer votre mode de vie. Bon, il faut accompagner parce qu'il y a des engagements que les gens ont pris puis ils ne peuvent pas du jour au lendemain changer. C'est ça qui est long à faire. Il faut de la prévisibilité. Oui. Puis ensuite, faut en même temps mettre de la tarification qui représente l'impact négatif des comportements adoptés par l'individu, puis en même temps lui offrir ce qu'il faut pour que les bons choix soient les plus désirables. Parce qu'on on va pas convaincre les gens s'ils ont l'impression de faire un sacrifice. Si on veut que les gens se déplacent à pied, à vélo, en transport commun, il faut que ça a l'air comme évident. Mais c'est sûr, c'est la meilleure option. Fait que là, ça veut dire qu'on a contribué à réduire le nombre d'espaces de stationnement. On a augmenté la tarification, on a augmenté le niveau de service. On a fait plein de choses en même temps du transport commun. On a des voies pour le vélo, pour la marche. Fait qu'on fait tout ça en même temps, ce qui fait que tranquillement, ça devient évident quel est le bon choix. Puis le message doit être cohérent. Ça veut dire que tu te déplaces à pied,
je te donne une compensation financière. J'ai des incitatifs pour le déménagement là, à la proximité de mon emploi. J'ai des incitatifs pour la démotorisation. Je sais pas, crédit d'impôt pour le transport en commun. J'arrête de financer tout ce qui est auto-privé. J'implante plus de systèmes d'autopartage. Donc, il faut que ce soit plus facile de changer de comportement puis Donc, qu'on c'est un n'ait double pas système. l'impression de faire des sacrifices. C'est un double système en fait. Oui. D'un côté, il faut. Alors, est-ce que c'est drivé aussi par. Enfin, drivé, est-ce que c'est Effet sandwich. est-ce que c'est conduit par la demande? C'est-à-dire que est-ce que s'il y a une demande plus forte, parce que je sais pas, les gens ils se disent bon, bah, ok, j'ai compris, il faut prendre le transport en commun. Je prends le transport en commun, il y a plus de demandes, donc du coup, on ajuste, on se dit bon bah. C'est la poule et l'œuf. Oui, mais ça, c'est... C'est un peu une approche capitalistique en se disant est-ce que Ouais. s'il y a une offre, il y a une demande, je donne l'offre, mais Mais ça, c'est pas si simple que ça. C'est risqué parce que si on regarde, moi je me souviens qu'on m'a déjà dit ça, pourquoi je mettrais une piste cyclable, il n'y a personne qui se déplace à vélo. Je veux dire, on va S'il y a pas de inverser, piste cyclable, on va inverser la phrase, puis là, ça, on va se comprendre. Puis ils ont Mm. beaucoup cette notion de demande latente. Tu sais, il y a une demande qui ne se matérialise pas parce que les conditions ne sont pas favorables à sa matérialisation. Donc, il faut un jour mettre le service parce que sinon, on ne va pas le voir, cette demande-là, on ne va pas la voir. C'est là où c'est toujours un risque. Quand on fait un ajustement parfait, là, tu sais, il y a tant de déplacements ou tant de personnes, là, on fait une forme de nivellement vers le bas. Parce qu'on ne va pas attirer la demande latente, on ne va pas faire en sorte que les gens vont dire « Ah, c'est facile maintenant, je vais pouvoir aller à tel endroit. » Là, on devrait voir un peu ça avec le REM. Une forme de demande latente qui va se matérialiser momentanément, puis si ça va bien, elle devrait rester. Mais si on n'offre pas de nouveaux services, pourquoi les vont pas gens l'utiliser. soudainement décideraient de l'emprunter? Donc, il faut être beaucoup plus agressif si on veut que ça soit plus compétitif. Puis en même temps, ça va aller en même temps. Si je veux avoir des pistes cyclables, des trottoirs, des voies réservées au transport en commun, je vais devoir aller récupérer de l'espace. Parce que la location actuelle, elle n'est pas du tout équitable. Là. Puis c'était d'ailleurs le cas au début pour quand on a implanté la voiture individuelle. Il y a beaucoup de sociétés, notamment en France, je crois que c'était aussi le cas au Canada, où on avait une approche qui était quand même collective de la vie en commun, l'espace public, etc. Et en définitive, ils avaient peur au début de se dire, bah tu sais, on rompt le collectif, la collectivité en passant à l'individuel. Ah ouais. Et maintenant, c'est la norme. Oui, oui. c'est ça. Ah, c'est À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu sais, il a commencé à avoir le développement de la voiture individuelle, et en France, il y a eu une vraie je vais y arriver. Allons-y. Frénésie. Non, Frénésie, l'inverse. Frivolité. Là, attends, ouais. C'est quoi qui veut dire? Frivolité. Frigidité, on va dire ça. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas ça. Frilosité. Oh, C'est pas ça? Je mets le zo avant. Frilosité. Ça doit être on ça. va y arriver. On cuttera. Donc, on cuttera de toute façon. Bon, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, c'est ça. Au début, Réticence. après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'il y a eu une vraie frilosité dans les sociétés post-Seconde Guerre mondiale qui disaient, tu sais, on vit l'espace public de façon collective, et en définitive, c'est la voiture là qui était individuelle n'était pas du tout la norme, hein, le fait de faire ces choses de son côté. Il y a c'était un vrai repoussoir au début, comme les supermarchés de façon générale. Mais c'est vrai que ça me fait penser Toulouse, donc à la ville où j'ai étudié, et effectivement, la route passait à un moment donné le long des quais de la Garonne. Donc, et puis, quand on voit les photos, en fait, c'est fou parce que donc à l'époque, il y avait vraiment une vraie route qui passait par là, et maintenant, c'est un parc et puis une allée piétonne. Et en fait, on se dit, c'est évident, en fait. Pourquoi On le voit aussi au Vieux-Montréal. Une fois que c'est changé. Au niveau de la rue de la commune, il y avait Ouais. une rivière qui passait et ça a été bétonné pour faire une route. Alors qu'avant, il y avait une superbe rivière qui passait il y a 70 ans au niveau du musée Pointe-à-Calière. Oui. Donc, des fois, ouais, on prend les actions, puis après, on se dit, heureusement qu'on a pris cette décision. Puis, Je pense que c'est une c'est urbanisation forcément massive évident sur le moment. qui a fait qu'on n'a pas réfléchi. Mais je pense qu'on ne fait pas la mise à l'échelle. Quand on prend une stratégie, moi, quand j'enseigne, je dis deux choses. Prenez cette petite solution-là, faites la mise à l'échelle. Puis là, je donne toujours l'exemple des drones là, qui livrent des paquets. Amazon. Parce que, tu sais, c'est Ouais. cute, là, Ouais, une je petite savais pas vidéo, que- là, puis là, il y a un c'est l'avenir. drone qui vole, puis le paquet tombe miraculeusement sur palier. tu sais, dans mes mains, presque. Puis là, ils font « Waouh! » Là, je leur dis « OK, maintenant, on multiplie ça par 1 million. » Est-ce qu'on aime encore ça? 1 Leur million de d'accident. drones qui se promènent, qui nous lancent des Ouais. paquets. Ouais. Là, tu fais on n'est pas certain du... C'est même pas désirable. En vrai, moi, c'est Ben, ça fait peur. Hein, c'est un sûr peu, qu'il faut Ouais, réfléchir. c'est ça. Hein. On fait la promotion de ceci, si... Puis j'ai déjà posé la question à un particulier. J'ai dit, si tout le monde faisait comme vous, est-ce que ça irait mieux? Puis là, ça... Parce que c'est aussi ce qu'on... Est-ce que c'est ce type de comportement qu'on veut promouvoir ou ce type de solution qu'on veut promouvoir? Et on veut sa multiplication. Fait que je pense qu'il faut réfléchir à la mise à l'échelle. Il faut aussi réfléchir, dans 10-15 ans, est-ce qu'on va se trouver intelligent d'avoir fait ça? Est-ce qu'on est capable d'imaginer tous les autres impacts que ça va avoir eu d'avoir fait la promotion de ça?
Ouais, c'est vrai. Ça fait réfléchir quand même. Dans 30 ans, on se dira, oh là là, c'est quoi la voiture? J'ai une question un peu exotique, je sors totalement de la voiture, mais Montréal attire beaucoup en ce moment de projets alors ça s'appelle les eVTOL, mais c'est les espèces de Ah oui, d'hélicoptères, les voitures, oui, d'avions électriques, les taxis volants. Taxis volants, c'est ça, Oui. exactement. À Montréal aussi. Oui. Ouais, ça Ok. attire énormément Ouais. de financement, Oui. etc. Donc on en voit de plus en plus d'acteurs qui Oui. viennent pour développer leurs projets. Et un des arguments avancés, c'est de dire, vous allez voir, ça va décongestionner la Aussi, ville. c'est la mobilité de l'élite. Voilà. Et du coup, ma question, et je voulais savoir si vous aviez votre avis là-dessus, et puis c'est pas forcément l'objectif, c'est pas forcément faire de la polémique, etc., mais juste de pratique, d'un point de vue pratique. Vous disiez que les drones, de dire, ok, mais si on a 1 million, est-ce que c'est toujours cool? Voilà, votre avis. Je pose la même question pour ce genre de solution-là. Puis en fait, j'ai vu ce projet-là, j'ai eu une présentation. Puis ma question est toujours, il y a toujours une place pour certaines technologies dans la mesure où c'est dans le bon marché. Puis il faut aussi comprendre que on dit que ça prend pas de place, mais il faut que ça atterrisse quelque part, ces taxis-là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une récupération d'espace, on veut les mettre. Je m'imagine pas qu'on remplace des services de transport en commun avec des taxis volants, là, je vois pas. Fait que ce sont des niches qu'il faut identifier correctement. Il faut voir ça rentre en compétition avec quoi, il faut voir le rôle que ça peut jouer. Fait que, technologiquement, c'est toujours fascinant. Moi aussi, je suis une ingénieure. C'est fascinant de voir ces technologies-là. Un véhicule, c'est fascinant qu'on soit arrivé à faire ça. En même temps, quelle place on doit lui donner pour répondre à certains besoins? Là, il faut voir. Moi, j'imagine très bien, là, des transports d'organes, là, on veut notre taxi volant. On veut qu'il sorte et qu'il soit capable d'aller. Ensuite, est-ce qu'on veut vraiment commander notre taxi volant pour aller au restaurant? Il faut vraiment réfléchir à l'effet que ça va avoir là, sur... c'est pas la meilleure façon de réduire la congestion. On a comme si ça reste un mode privé. Ce sont des taxis. Le taxi a un rôle à jouer, très grand d'ailleurs, dans le pool de services de mobilité. Ça rejoint un peu l'autopartage, un peu le taxi. C'est pas du tout les mêmes marchés. Non, c'est fascinant. Le taxi, quand on regarde les interactions entre tous les modes, le taxi a vraiment une niche très particulière. On a fait une analyse pour voir s'il était en compétition ou en complémentarité avec le transport en commun. C'est fascinant. Il est souvent utilisé quand le transport en commun n'est pas disponible. Donc, les pointes, c'est souvent le soir. C'est dans les périodes où le service de transport en commun n'est pas disponible ou est moins efficace pour certains corridors. Donc, il y a vraiment une très forte complémentarité. Bon, après, le taxi volant. C'est dur d'imaginer l'empreinte que ça peut avoir spatiale, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la façon de réduire la congestion. Ça aussi, des fois, je me dis, oui, c'est intéressant ces projets-là, mais arrêtons de leur attribuer des vertus qu'ils n'auront pas. Solution ça ultime. ne va pas réduire la congestion. N'hésitez pas à me dire si on sort de votre champ d'intérêt, mais je voudrais savoir aussi pour la question du transport de marchandises, parce que c'est vrai qu'en définitive, je ne sais pas quelle est la part du transport de marchandises dans les émissions des transports terrestres au Québec, peut-être que vous avez la réponse, mais la question que je me pose, c'est que on dit plus de densification, plus de vivre en ville, inévitablement sans voiture, c'est sûr que c'est plus écologique, on dit la marche, les transports en commun, etc. Mais nos villes sont quand même dépendantes, en définitive, d'un approvisionnement extérieur pour se nourrir, pour s'approvisionner de tout plein de manières, et ça se passe souvent par le transport de marchandises terrestres, les camions. Comment ça s'arc-boute ça? Les camions, on les électrifie, c'est surtout que le Québec quand même en contexte nordique, donc c'est vrai que ça va être difficile de produire sur les toits uniquement, là, c'est ça. Mais je pense qu'il faut le transport des marchandises là, se décline sous différentes façons. Absolument, Parce qu'il y a les grands corridors. Puis là, évidemment, sur les grands corridors, on voudrait réduire la part des camions puis envoyer ça sur le rail ou envoyer ça sur le maritime parce que l'empreinte est moindre. Puis quand on a beaucoup de demandes dans un corridor, on veut mettre un mode où la capacité est plus grande. Puis on va pas s'en sortir en électrifiant des camions. Là. Ça, je veux dire, je veux dire, si ce sont des batteries à bord, là, il reste beaucoup moins de place pour mettre du chargement. Oui, ça réduit la charge utile. Ça va être épouvantable. On ne remplace pas un camion par un camion. Ça va en prendre comme 4 pour remplacer un camion. En tout cas, pas avec les technologies dont on parle, là, ça va être tout un défi de faire ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une hiérarchisation à faire selon les distances à parcourir, selon là où on se situe sur le territoire. Fait que pour les grands déplacements, on voudrait faire ça. Mais en ville, il y a des solutions qui sont testées. Là. Le projet Colibri, dont on entend souvent parler. Vous pouvez le présenter? Oui, mais en fait, Colibri, c'est un projet qui a été fait pour tester des véhicules de petite taille électrique ou même des vélos assistance électrique pour faire le dernier kilomètre ou aller faire la livraison. Un peu des vélos cargo, c'est ça? Pour remplacer le gros camion qui circule en ville. Fait que je pense qu'il y a vraiment
il y a vraiment la notion de... Pour des petites distances, on a d'autres technologies qui peuvent être utilisées. Puis ensuite, c'est sûr que le camion en ville est mal perçu. On le voit comme une nuisance. En même temps, on voit que sa contribution est quand même importante. Puis ça crée des conflits avec d'autres usagers. Mais je pense qu'il y a des hubs ou des carrefours où on doit faire des transbordements. Puis là, il y a beaucoup de travaux. Là. On a un collègue qui travaille beaucoup sur la question de l'optimisation du transport des marchandises. Puis c'est la même logique. Le réduire, transférer, améliorer, c'est pareil. Réduire la consommation, réduire le kilométrage parcouru, le kilométrage à vide. Il y a beaucoup de camions qui transportent du vide. Oui, qui partent à vide. Mais pour les colis, etc., c'est vrai qu'on paye une livraison rapide, souvent il part à vide, alors que quand on paye une livraison standard, il attend d'être rempli avant de nous livrer. Puis il y a plus ou moins de mutualisation en transporteur, parce qu'on pourrait aussi dire, voici, là, il y a une capacité qui est offerte sur un corridor, puis on va faire la mutualisation de nos paquets pour remplir quelques camions. Oui, pas le cas. Non. Ça, c'est compliqué. Parce qu'on est quand même, c'est pas quelque chose qui est nationalisé. Peut-être qu'il faudrait le faire, nationalité de transport des marchandises. Oui. Donc là, je pense que l'information n'est pas facilement disponible non plus pour dire ce paquet-là doit être transporté dans tel corridor, puis est-ce que quelqu'un peut m'offrir un service de transport, là? Il y a quand même une réflexion à faire sur comment on réduit le vide, comment on optimise. Donc, optimiser, ça veut dire que je vais avoir des routes où la capacité de mon camion est mieux utilisée. Puis en ville, ça interpelle d'autres solutions. C'est certainement des hubs ou des carrefours où là, on redistribue les paquets pour faire de la livraison avec des véhicules de plus petite taille. Mais donc, c'est quand même compliqué parce que il y a plusieurs acteurs, mais on valorise pas suffisamment, évidemment, nos corridors ferroviaires. On devrait, puis je pense qu'il y avait des questions à un certain moment d'avoir une politique ferroviaire pour le Québec. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on y pense parce que on aurait intérêt à utiliser le ferroviaire pour le transport des marchandises de longue distance ou le maritime. Puis ensuite, évidemment, se rabattre sur des camions pour d'autres. Du ferroutage, c'est ça, où on met les camions sur les trains. Là, oui. Puis le dernier kilomètre est fait par camion quand c'est des trous de recharge ou par vélo cargo en milieu urbain. Totalement. Ouais. Fait que l'électrification des camions, quand même un défi. Ouais, technique. Oui. Et après, réduction de charge utile qui est massive, comme vous soulignez. Hein. Oui. Puis après, il y a le temps de recharge. C'est comme l'électrification des taxis, par exemple. Effectivement. Parce qu'il y a la question après du temps de recharge. Parce que le taxi, quand il roule pas, il perd de l'argent. Oui. Les camions, c'est pareil. Hein. Quand ils vident la marchandise, ils repartent automatiquement. Mais s'il faut attendre, et puis après, il y a la question de la puissance. Oui. Ça demande des grosses batteries, donc de la grosse puissance pour la bande de recharge. Tout à fait. Parce que tu veux le recharger rapidement. Et puis en plus, c'est ça. Il y a attention sur le réseau. Oui. Après, tu peux rapidement faire avec des carburants durables, mais après, la disponibilité est fortement limitée. C'est ça. C'est pas trivial, transport de marchandises. Est-ce que tu avais d'autres questions à... Oui, bah alors, on va se projeter dans l'avenir. Maintenant qu'on a parlé des problèmes, et de dire qu'il n'y a pas de solution miracle, ça c'est certain. Il y a une question, il va falloir réduire, transférer, améliorer, ça c'est un peu le mot d'ordre. Oui. Mais pour l'avenir, est-ce qu'en définitive, on peut considérer qu'il y a une mobilité individuelle qui est possible sans pétrole? Est-ce que c'est possible? Réponse courte. Moi, j'ai fait mon déplacement pour venir ici sans pétrole. C'est pas répondu. Moi non plus. C'est vrai. Bon, après, il a fallu quand même du pétrole pour mettre toute l'infrastructure, mais... Oui, mais pour se déplacer... Bon, oui, c'est ça, si on en exclut l'empreinte de la production. Oui. Mais ça fait quelques années que j'entends, à travers les congrès internationaux, la vision du futur de la mobilité, où on dit que ça va être électrique, partagé, autonome et connecté. Je pense qu'on va y arriver éventuellement, des services de cette nature-là. Je pense qu'évidemment, le futur va être composé d'une diversité de modes de transport qui vont agir en complémentarité et compétitivité. Mais l'usager, là, quand on veut se déplacer, il faut avoir plusieurs options. Ça, on le fait pas tout à fait encore. Il faut que je puisse choisir selon, je sais pas, j'ai rien à transporter aujourd'hui, donc je peux peut-être y aller en vélo ou je peux peut-être y aller, j'ai besoin de transporter ma caisse d'examen, je vais commander un taxi. Donc, le futur est beaucoup plus multimodal qu'on le connaît. En tout cas, si je me projette dans ce qu'on devrait faire, là. Et collectif. Oui. Et beaucoup de mutualisation. Parce que des véhicules électriques autonomes, on ne voudrait surtout pas que ce soit des particuliers qui les possèdent. On voudrait que ce soit des flottes partagées. Parce que dans un monde idéal, là, j'ai mon téléphone, je commande mon véhicule quand j'en ai besoin ou que je peux partager avec d'autres. Si j'en ai besoin pour aller au chalet, parce que ça va demeurer ces choses-là, ben, je l'emprunte pour 2-3 jours et je le rends, mais il faut que ça soit un service. Puis cette philosophie-là de l'approche de mutualisation ou de l'approche par service, on la voit dans la location de maison, la location de plein de choses, là. Je pense que c'est vers là qu'on va. Puis on va réduire la quantité de véhicules qui vont être sur la route.
Puis on va quand même avoir nos réseaux de transport en commun, parce que quand il y a beaucoup de monde qui va se déplacer, c'est sûr que c'est le mode le plus efficace. Parce qu'il faut voir ce que le métro de Montréal transporte, là. Une rame de métro, ça transporte du monde. Si on avait tous ces gens-là qui sont dans des véhicules à 1,12 passagers par auto, ça serait l'apocalypse à Montréal. Ouais. Tous ceux qui sont dans leur voiture devraient remercier tous les gens qu'ils connaissent d'être à pied, à vélo, en transport commun, parce que c'est grâce à eux que qu'on est dans l'état où on est. Parce que si tous ces gens-là décidaient de faire la même chose, s'acheter un véhicule électrique et de se déplacer, ce serait vraiment l'apocalypse à Montréal. Et ça, je pense que c'est pas suffisamment compris qu'on bénéficie tous du fait que d'autres choisissent de se déplacer autrement qu'en voiture privée, de façon significative. Mais on aurait intérêt à faire en sorte qu'il y en ait plus, si on veut avoir plus d'espace pour se déplacer, ce qui est un peu paradoxal. Mais ça, il y a des bénéficiaires indirects partout qui n'ont pas conscience que leur mobilité est telle qu'elle est parce que les autres choisissent de se déplacer autrement. Donc, je pense que ça, la notion de multimodalité devrait être plus facile. On est mieux instrumenté avec notre téléphone, avec la connaissance des trajets disponibles. La mutualisation, je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas produire tous les véhicules qu'on rêve produire, là. Ça va être impossible. On n'aura pas, de toute façon, les matériaux. Puis il va y avoir de la compétition mondiale pour avoir ça. Je pense que ça va être compliqué. Puis on va vouloir récupérer nos routes pour faire autre chose. Donc, mutualiser. Donc, faire en sorte que le véhicule soit utilisé, je ne sais pas, 70% du temps au lieu de 5%. Qu'il soit toujours en train d'offrir des services. Et éventuellement, on va arriver avec des véhicules qui vont se parler. Ça va arriver avant le fait qu'ils soient autonomes. Le jour où ça va arriver au Québec, ça va être possible partout. Parce qu'on a quand même des enjeux avec les... Là, c'est vrai que la météo complexifie le travail de nos senseurs sur les véhicules. Mais c'est un peu comme ça que je vois ça. OK. Donc, du coup, en définitive, comme on le comprend, c'est juste une meilleure efficacité dans l'utilisation des véhicules existants, on réduit, on transfère, on améliore, mutualisation. Donc, ça ne veut pas dire que si on réduit, et si on transfère, et si on améliore, on ne réduit pas les déplacements. On transforme leur nature. Ah oui, totalement. Oui, on ne voudrait pas que les gens soient tous enfermés à la maison. Oui, c'est pas se priver au contraire. Un transfert de transport en commun. Moi, je me questionne parce qu'il y a quand même un attachement de certaines personnes, même de beaucoup de gens, dans la façon dont notre société s'est construite, etc. Il y a question de la liberté, aussi de la propriété qui est très importante. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cette mobilité durable, là, qui est en définitive collective et partagée, désirable pour les gens? Comment est-ce qu'ils peuvent se dire, moi, je vais m'y retrouver en prenant une marche, en prenant le transport en commun, plutôt qu'en ayant mon char dans la rue qui est parqué 95% du temps? Comment est-ce qu'on rend ça désirable? Mais il faut que ce soit la chose la plus facile à faire. Il faut que ce soit facile. Je veux dire, regardez, là, je ne voulais pas nommer de compagnie, mais en fait, quand je commande un service de transport, c'est facile. Je n'ai même pas besoin de faire de transactions financières. Quand on vient me chercher à la porte, on m'amène à la porte. C'est magique, là. Absolument. Puis ensuite, la marche, tout est une question de conditions et de comparables. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça, si j'ai à me déplacer en auto, si ça devient plus coûteux, donc ça représente les vrais impacts sur la société, si la contrainte de stationnement est importante, donc ça va... Il y a de la congestion, il y a de moins en moins d'espace. C'est vers là qu'on va aller. Donc, les gens comparent beaucoup les performances d'un mode par rapport à l'autre. Donc, si on rend le transport commun et ses amis compétitifs, puis que c'est facile, puis que ça me permet d'économiser de l'argent, du temps, que je peux valoriser mon temps à bord, ce qui est une autre chose que les gens font quand les gens se déplacent, peuvent faire autre chose. Si on arrive à tout faire ça, puis en contrepartie, posséder un véhicule. Donc, en faire l'acquisition, c'est plus cher. L'entretenir, le posséder, l'utiliser, si tout ça, c'est plus cher et plus compliqué à utiliser, c'est sûr que les gens vont migrer. Excellent. Merci Madame Morancy, c'était un plaisir, un honneur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, prochain épisode... bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que tu as trouvé le contenu intéressant. Toutes les sources sont disponibles sur la description de l'épisode. N'hésite pas à t'abonner, nous laisser un commentaire et surtout, n'hésite pas à le partager à un maximum de personnes. C'est vraiment ce qui nous aide le plus. À bientôt sur le Grand Bain.